Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans cet endroit si mystérieux qu'on a mis des années à en découvrir l'ensemble. Je veux parler de la Vallée des Rois, dans cette Égypte ancienne et mythologique. Et la Vallée des Rois, ça tombe bien, c'est justement le nom d'un petit jeu que j'ai là entre les mains, la Vallée des Rois, chez The Red Joker. Seulement, ce n'est pas The Red Joker que j'ai avec moi pour m'accompagner en égyptologie ancienne, mais Monsieur Pascal Bernard, que j'ai la joie d'accueillir à ma gauche. Salut Pascal. Salut. Bienvenue dans cette Trick Track Télé, monsieur le multi-auteur, multi-casquette, on peut le dire comme ça? Ouais, on peut le dire comme ça. À multiples vies et couteau suisse ludique. Exactement, c'est une très bonne définition. Alors, tu es dans le monde du jeu depuis très longtemps. Il y avait 18 ans. 18 ans, Ouais, ouais. Un ancien. Ouais, un ancien, toi aussi. presque vieux. Tu as connu la Vallée des Rois dans son état originel? Quasiment, ouais. En fait, j'ai juste une chance de pas de finir dans un tombeau. Ça serait En fait, bien. Hein. Veux-tu être embaumé toi aussi? Peut-être plus tard. Alors, la Vallée des Rois de Pascal Bernard, mais tu ne l'as pas fait seul, tu l'as fait Non. aussi avec Monsieur Barôme, Oui. B.O. Père. Hein, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Pierre-Olivier Barôme. De son vrai nom. Alors, la Vallée des Rois, pour aller un petit peu plus dans le concret, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs et exclusivement à 2 joueurs. Ça tombe bien parce que à partir de 12 ans, vous allez pouvoir jouer dans cette collection, puisque je vois marqué ici gamme versus numéro 1. Ça veut dire qu'il y en aurait d'autres, c'est ça? Tout à fait. C'est le premier. C'est le premier d'une collection. Tara Wolf, parce qu'on retrouvera Tara Wolf dans les autres épisodes ou pas forcément? La collection, c'est une gamme de jeux à 2 joueurs. D'accord. Basée un peu sur des mécaniques de deck building ou à collectionner ou de combos en fait. Oui, combo de Et cartes. voilà, hand management, enfin tout ce qui est un peu de l'univers des anciens jeux comme Magic, Seigneur des Anneaux, les Living Card Games, D'accord. Pokémon. Voilà. Mais par contre, l'idée, c'est de faire une série avec des thèmes différents. À chaque fois. C'est-à-dire que voilà, là, c'est la Vallée des D'accord. Rois, c'est la Vallée des... Et donc, le prochain pourra être du médiéval fantastique ou de la science-fiction, ou des choses comme ça. Rien ne vous l'interdit, avec le Red Joker, d'aller Voilà, c'est explorer ça. d'autres Et en fait, univers. c'est plutôt de faire un petit peu comme des gammes qui avaient été faites il y a très longtemps, un peu avec Cosmos, et d'avoir le plaisir de jouer à 2 dans ce type de jeu de cartes, dans ce type de jeu de cartes à combo, mais en explorant plein de mécanismes différents pour plein d'univers. Pour plein d'univers. Voilà. Alors, c'est un jeu qui se joue, je le disais, à 2 joueurs à partir de 12 ans. Les parties sont relativement rapides, c'est noté sur à peu 30 minutes. Ouais, 30 à 45, ça dépend quand De on se l'implication met- et comment Ouais, on commence à dépend se si on- tataner voilà, ou pas. En fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que plus on joue, plus on crée un metagame, donc plus les gens se mettent à réfléchir de qu'est-ce que tu vas Ouais, faire, c'est ça. Où il va me tromper, qu'est-ce que je dois faire. Donc, Maintenant, je connais les cartes, donc je voilà. sais que tu pourrais peut-être Donc, je jouer vais- ça, donc tu bloques, voilà. donc je vais jouer en Donc, conséquence. c'est Ok. ce type de jeu qui fait que la pratique Amène des voilà. parties peut-être plus disputées. Et puis crée une sorte de metagame qui fait que le jeu va être différent du début quand vous l'aurez joué à la fin. En fonction de la courbe Voilà, c'est ça. d'apprentissage. Exactement. Les illustrations sont de Sylvain Guinemot. Nous ne l'avions pas dit, alors autant rendre à César ce qui est à César. Et puis donc ce format de boîte. Alors là, j'ai entre les mains, attention, un prototype. On est quasiment dans de la version définitive. Ça n'en reste pas moins une boîte prototypale, travaillée avec les petites mains blanches et normalement non couturées, mais avec petite ouverture magnétique. Et normalement, toutes les boîtes de la gamme suivront ce modèle-là, coffret, en fait. en petit coffret, avec à chaque fois en intérieur les explications, les rappels Les aides de jeu, les aides voilà, de c'est jeu, ça, et ainsi de etc., etc. Là, cette boîte, en l'occurrence, je ne vais pas en avoir besoin puisque j'ai un Pascal Bernard À sous côté. la main, dans la Vallée des Rois pour accompagner Tara Wolf. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. On a sorti le matériel, on en a même un peu plus, mais on y reviendra. Voyons déjà un petit peu la Vallée des Rois, les règles de base, et on verra pourquoi je parle de règles de base. Comment est-ce que tout ça se joue, s'il te plaît, Pascal? Alors, la Vallée des Rois, c'est un jeu où les joueurs vont essayer de découvrir les tombeaux enfouis dans la Vallée des Rois. Alors, la Vallée des Rois, c'est une vallée où de nombreux tombeaux de la 18e, 19e dynastie sont enterrés. Des gens comme le plus célèbre étant le tombeau de Toutankhamon. Oui. Mais il y a les tombeaux de Akhenaton, de Thoutmose III, enfin, de Néfertiti, d'Hatshepsut. Voilà. Donc Même Akhenaton, le pharaon maudit, oui, il puisque est en quand fait, même là-bas finalement? oui, parce que Akhenaton en fait est comment ça s'appelle, Un est le rappeur? père Non, pas lui.
Non. Pardon, Et le excuse-moi. père de Toutankhamon. D'accord. Et donc, il y a toute une histoire assez compliquée. Donc, on a essayé de De retrouver. garder. Voilà. D'accord. Et si vous voulez aussi, si tu veux, on a aussi été un petit peu dans la fameuse découverte en 1922 de Lord Carter, Howard Carter, qui fait cette magnifique découverte d'un tombeau qui a été en fait très peu pillé. Ouais. Et donc qui va déclencher une vague d'égyptologie et qui déclenche aussi toute une sorte aujourd'hui, nous, de mythologie et de films avec Indiana Jones, En tête avec de la série, momie, bien avec sûr. plein de choses. Donc c'est aussi tout ça. Tout cet imaginaire dont voilà. il va être Alors question. nous, on est reparti de 1922, mais après on est parti aussi du côté un petit peu fantastique, exactement. Pulp. Esprit Esprit pulp. Voilà, pour traiter la vallée des rois. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des momies, des avatars de Sobek et compagnie qui vont venir vous embêter dans les tombeaux. Ah, Nobis. Voilà, c'est-à-dire que vous allez subir des malédictions. Donc les cartes tombeaux, ce sont nos objectifs. Alors, le premier qui a découvert 4 tombeaux, c'est-à-dire remporté avec son expédition 4 tombeaux, gagne la partie. Gagne la partie. On est chacun une expédition. D'accord. Et on est en concurrence. Ok. Pour être le premier à découvrir 4 ce tombeau. tombeaux. Voilà, donc ça veut dire qu'on va batailler avec un avatar qui nous représente, voilà, si je ne m'abuse. Un aventurier. Un aventurier. Donc Tara Wolff et Montana Smith, d'ailleurs, je pense, en sont les deux représentants les très plus iconiques. Voilà, les plus iconiques. Tout le monde, je pense, aura reconnu les éventuelles petites sources d'inspiration de ces deux héros. Mais je ne vois pas le fouet, par contre la grande machette est bien là. Voilà, on peut les citer. Le pistolet est ici aussi. Donc là, il y a une inspiration filmique avec Indiana Jones et Lara Croft pour les jeux vidéo. Voilà. Mais on peut éventuellement s'affronter avec deux autres personnages, Suzanne Copperstone et le Dr Karloff Arceau. Les Allemands sont toujours là. Voilà, c'est ça. Il y a un petit côté un petit peu recherche. Bah oui. Du méchant qui est un peu caricatural, bah oui, comme d'habitude, ou allemand ou russe, qui va venir gêner les héros, les fiers héros. Alors donc on a déjà à chaque fois un petit symbole pour se mettre dans l'ambiance. Pour dire sa nationalité, s'il est anglais, australien, américain. Donc on a une australienne, une anglaise, un américain et un allemand. Même donc, pas de français. On se situe en 1922. Bah, il y en aura peut-être. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. D'accord. Voilà. Avec chacun une petite capacité spéciale. Tout à fait. Votre avatar a une capacité. Et puis ça, c'est. C'est la force. C'est la force. Ok. C'est sa puissance. En voilà déjà deux types de cartes, puisque le jeu est quasi exclusivement composé de cartes, à quelques jetons près. Exactement. Donc, quelles sont les cartes suivantes? Alors, les cartes suivantes, ça va être les cartes du jeu. Donc là, on a vu les avatars qu'on va avoir devant soi, qui vont nous servir en fait de personnages central. Ensuite, on a vu les tombeaux qui vont être révélés chaque tour. Il y en a 7, donc en fait, on va faire techniquement 7 manches. Maximum. En fait, c'est pas si vrai que ça, parce qu'on a un petit marqueur qui permet à un moment de ne pas rentrer dans un tombeau, parce qu'on se sent pas en état, on sent qu'il est trop dangereux et ainsi de suite. D'accord. Donc, on peut aller jusqu'à 9 tours, si vous voulez, en refusant l'entrée d'un tombeau. D'accord. Voilà. Et même l'adversaire ne peut rien y dire. Non, il peut rien y dire et ça recommence une certaine phase de jeu. C'est quelque chose qu'on emploie une seule fois dans le jeu et qui est assez stratégique. C'est pour ça qu'on a un seul jeu. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment on se dit non, là il faut que je reprenne la main, il faut que je fasse autrement. Et donc un paquet de cartes qui est composé en fait de tous les personnages et toutes les choses qu'on va rencontrer aussi bien en dehors du tombeau que dans le tombeau. En fait, il va y avoir des personnages qui vont être recrutés par son expédition. Donc, par exemple, ici, tu en as mis des personnages qu'on appelle les alliés ou les animaux. D'accord. Donc, on peut avoir. Bouge pas, je vais les mettre côte à côte. Et alors, ici, on a recruté, par exemple, on peut avoir dans son expédition un faucon, une ensorceleuse. Il en est d'autres. Voilà, ici, on peut avoir un mécène. On peut avoir des mercenaires, des ouvriers, des contrebandiers. Des chacos. Voilà, des chacals. Donc, il y a deux types. Les alliés et les animaux. D'accord. D'accord, qui vont constituer en fait tout ce qui traîne dans son camp. D'accord. Est-ce que tu souhaites que l'on explique les différents petits symboles? On peut les expliquer. Alors la chose est assez simple, c'est que chaque personnage va avoir une force et un coût. Alors un coût ici, on peut voir c'est une pièce et là c'est gratuit. D'accord.
Certains sont gratuits à embaucher. Voilà, exactement. Okay. Et avec ensuite, leur petit un pouvoir et le nombre d'exemplaires qu'il y a de la carte qui est assez important parce que on peut prévoir si, par exemple, tous les mécènes sont sortis, donc je peux changer de stratégie, si les chacals sont passés, et ainsi de suite. L'intérêt des personnages, c'est qu'il va y avoir une influence dans les tombeaux, parce que ce que tu as pu montrer tout à l'heure avec les tombeaux, c'est que les tombeaux ont des pouvoirs. Oui, on a vu voilà, il va se passer des choses sur les tombeaux. Et certains donnent des voilà, bonus. Par exemple, ici, le tombeau de Aménophis III, il va donner d'un +1 à tous les alliés. Et alors à ce moment-là, les animaux ne sont pas des alliés, c'est encore à part. Voilà, c'est ça. Animaux, alliés. Voilà. Ok, très bien. Voilà, donc il va y avoir des effets, donc il va falloir essayer aussi des fois grâce à certains personnages comme le devin, d'essayer de regarder la pile pour se préparer. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc là, deux premiers types de cartes, les alliés, les animaux. Qui vont constituer en fait à chaque tour son expédition. D'accord. Alors, il en est d'autres qui sont de la même couleur, donc j'imagine dans le tas aussi. Voilà. Ce sont les pièges et les morts-vivants. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans une première étape, le jeu se décompose en 2 étapes. La première, je constitue mon expédition avec mon camp. Donc je vais poser tous les personnages qui sont alliés et animaux en fonction de mes revenus et donc les payer. Donc je ne vais pas forcément tous les payer. Et ce qui me reste en main, souvent, ce sont ces morts-vivants, ces pièges qui, eux, ne sont pas mis dans le camp, mais vont intervenir pour attaquer et détruire en fait l'expédition adverse quand on va rentrer dans le tombeau. D'accord. Donc on constitue ces personnages, puis on rentre dans le tombeau. Alors, soit on décide d'y rentrer, soit on décide de ne pas y rentrer en fonction du jeton ou pas. Voilà, c'est ça. Alors c'est très rare, c'est une fois. Et à partir de ce moment-là, on envoie des gens dans le tombeau. Et à partir du moment où on envoie dans le tombeau, on n'est pas obligé de tous les envoyer parce que les gens, une fois qu'ils seront passés dans le tombeau, à la fin du tombeau, quitteront l'expédition. D'accord, ils ont servi. Ils ont servi, ils ont fait leur expédition justement sur ce tombeau. Ça peut représenter pour lesquels on les a payés. Voilà, et maintenant, après, ils s'en vont. Alors certains, vous avez regardé, certains vont revenir. Parce qu'ils vont avoir des pouvoirs. C'est indiqué. Ou il y a des personnages, par exemple, comme des docteurs et tout, qui vont vous permettre de soigner des blessés, qui vont vous permettre de faire revenir des gens, ou par exemple des cartes, des choses comme ça. Et d'autres, en fait, vont donc partir. Mais une fois qu'on a engagé son expédition et que votre adversaire a engagé son expédition, en secret, face cachée, on va jouer des pièges et des morts vivants. D'accord, qui vont être placés face cachée et qui seront révélés. Et là, qui vont commencer, en fait, c'est le tombeau qui se défend, en fait, à détruire l'expédition adverse. D'accord. Eux, pièges morts-vivants, agiront en premier lieu avant de calculer la force de notre expédition. Et en fait, la force de l'expédition sera calculée avec les survivants et tous les effets de combo qui vont donner une valeur. Et le joueur le plus fort dans le tombeau remportera le tombeau. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, on entame le tombeau d'après. Et ensuite, on entame le tombeau d'après. Mais avant, en fait, on regarde qui on récupère. On reprend des ressources. C'est ça. On recommence sa phase de camp et ainsi de suite. Voilà, ça marche. Donc ça, ce sont en fait les cartes principales que l'on va essayer de faire fonctionner ensemble et pour monter ces expéditions et pour empêcher l'expédition adverse de l'emporter. Voilà, c'est ça. On est donc quasiment au bout. Alors bien évidemment, j'ai laissé sur la table les règles du jeu. On n'a pas parlé des papyrus. Voilà, c'est pour ça. Donc du coup, on va faire un tout petit tour d'horizon de la règle du jeu. Mais en fait, ce qui nous intéresse davantage, c'est cette dernière partie qui sont en nombre beaucoup plus restreint, visiblement. Très Ce sont les cartes de papyrus. Papyrus. À ne pas confondre avec le héros de bande dessinée, rien à voir. Et pourtant, au point de vue du thème, on est assez raccord. Donc ces cartes à fond bleu sont utilisées à quel moment? Alors, ces cartes à fond bleu, en fait, on en reçoit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en reçoit que 3 au début du jeu, et sur un total de 10. Donc ça veut dire que tu vas en recevoir 3, je vais en recevoir 3. Donc on ne sait pas ce que j'ai, tu ne sais pas ce que j'ai, et en plus il va en rester 4. Donc il y a toujours une incertitude. Une incertitude là-dessus. En fait, ces cartes-là sont des cartes extrêmement puissantes et très très stratégiques, qui doivent être utilisées à des moments assez précis, principalement dans le tombeau. Elles sont puissantes parce qu'en fait ce sont la plupart des avatars des dieux. On a vu Sobek, voici Horus. Qui vont marcher bien sûr, qui vont donner des combinaisons très puissantes avec les personnages que tu vas avoir dans ton expédition. Par exemple, Sobek va avoir une tendance… Plus 1 pour chaque animal présent dans le tombeau. Va renforcer les animaux et surtout, il y en a qui vont, par exemple, se renforcer si tu as tel type de personnage, des personnages féminins ou masculins, si tu as, comment ça s'appelle, des alliés, si ton adversaire joue par exemple des pièges ou des movies, donc tu peux deviner. Et en fonction du pouvoir de ton personnage, puisque chaque personnage a aussi un pouvoir, tu vas un peu découvrir sa tactique. Par exemple, moi, si j'étais par exemple Karloff, je pourrais me protéger des pièges
D'accord. Mes morts-vivants, je pourrais protéger les morts-vivants des pièges. D'accord. Donc, mon adversaire sait qu'il n'a pas trop tendance à jouer de pièges parce que je vais plutôt le contrer. Et donc, il va essayer de jouer autre chose. Donc, avec un avatar, il va peut-être modifier, aller chercher, grâce à son avatar, plutôt des animaux, plutôt que des morts-vivants, des choses comme ça. Voilà. Et donc, il y a d'autres, il n'y a pas que des avatars, il y a aussi des pièges. Il y a aussi des pièges. Alors, les avatars, ce sont plutôt des personnages ou des morts-vivants qui vont être puissants, qui vont agir comme les morts-vivants. Et les pièges, voilà, ce sont des choses qui vont carrément éliminer plusieurs personnages. La nuée de scarabée permet de détruire tous les morts-vivants adverses. Voilà. Tiens, prends ça dans tes élan. Et la boule de pierre, la célèbre boule de pierre que l'on retrouve dans d'autres jeux, permet de détruire l'allié, l'animal ou le mort-vivant adverse de votre choix. Ah oui, donc là, c'est la totale. De mon choix, présent dans le tombeau. On n'en a que 3 par contre. Alors on n'en a que 3, donc ce sont des pièces stratégiques. C'est important de voir son adversaire quand il les utilise. Quand elle va être utilisée, il y a un effet bien sûr de pression, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue les uns après les autres. Donc le personnage qui ouvre le tombeau va être le premier à poser ses pièges face cachée ainsi que ses morts-vivants et à jouer son papyrus. Donc il y a une pression qui est faite sur le joueur qui sera peut-être, qu'on pourrait considérer en défense, savoir s'il va monter, mais il sait le nombre de cartes, mais il ne sait pas le contenu des cartes qui ont été jouées. Ok, voilà, c'est ça. D'accord. Il nous reste une dernière petite chose, c'est le découpage précis du tour de jeu. Alors, donc, on sait qu'il y a un premier joueur, c'est le petit marqueur initiative qu'on a ici. On est dans une version prototype, on le redit, quasi définitive, mais prototype malgré tout. Donc, ce premier joueur, par quoi commence-t-il? Alors, le premier joueur, en fait, reçoit le médaillon et fait que son pouvoir est activé. Parce que seul le joueur qui a le médaillon a son pouvoir d'activer. Donc, le joueur en face n'a pas son pouvoir activé. Bien sûr, il y a un tombeau qui active les pouvoirs en même temps. Voilà, surprise. C'est beaucoup plus drôle. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. À partir de ce moment-là, au début du jeu, on va tirer 5 cartes. D'accord. En mise en place. Mise en place, on tire 5 cartes. Et à partir de ce moment-là, le premier joueur va faire la chose suivante. Il va avoir 4 ressources. D'accord. C'est ça qui est important. Et ces 4 ressources, ça peut être soit des cartes, soit des pièces, ou un mix des deux. C'est-à-dire que je peux prendre 4 pièces. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, je vais chercher plutôt à payer mes cartes. Voilà. Ou à renforcer certaines cartes qui demandent de l'argent, comme des mercenaires ou des bandits du désert ou des choses comme ça. Voilà. Ou sinon, je vais jouer plutôt, je vais essayer d'augmenter ma main. Ou je vais faire un mix, par exemple, en disant je pioche 2 cartes et je prends 2 pièces en espérant que j'aurai assez pour… D'accord. Voilà. Et je peux aller jusqu'à piocher mes 4 cartes et ne pas prendre de pièces du tout. Donc ça, c'est un petit choix stratégique qui fait qu'à certains moments, si vous êtes à court de cartes, vous aurez tendance à faire une pièce et 3 cartes. D'accord. Des fois, pour essayer de renforcer, d'avoir plutôt des pièges et des morts-vivants qui ne sont pas coûteux et qui vont être joués en contre dans le tombeau. Et puis des fois, vous allez au contraire essayer de prendre plus d'argent et moins de cartes parce que vous avez une main et vous allez poser vos personnages et déclencher les pouvoirs. Il va falloir les jouer. Voilà. En fonction de ce que vous allez utiliser, vous allez jouer l'un ou l'autre. Ça peut même donner une petite information au joueur adverse. Si je prends des pièces ou des cartes, il se dit c'est bon, il a déjà ce qu'il faut. En plus, il y a des moyens de voler à son adversaire des pièces et des moyens de voler des cartes. Ça, c'est ce que tu fais en tant que premier joueur. Est-ce que le deuxième joueur prend des ressources aussi? Alors voilà, en fait, toi, tu prends tes ressources. Une fois que tu les as faites, tu dépenses tes pièces. D'accord. Et tu finis ça, toi. Tu finis tout ton tour, qu'on appelle en fait le tour du camp, la phase de camp. Voilà. Et une fois que tu as fini ce tour, en fait, ton adversaire prend la main, c'est-à-dire que lui aussi fait cette phase de ressources. D'accord. Donc il va aussi décider de prendre un certain nombre de pièces et un certain nombre de cartes et d'exécuter les achats et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fini ça, c'est ce qu'on appelle la phase de camp, la première phase, on passe à la phase du tombeau. Et à ce moment-là, on retourne le tombeau. D'accord, on révèle un premier tombeau. Voilà, on révèle un premier tombeau, en fait, comme ceci. Voilà. On lit ce qu'il y a sur le tombeau. Alors celui-là, c'est un tombeau un petit peu plus complexe. Il y a de la lecture, mais bon, soit on le lit. Voilà, et à partir de ce moment-là, le joueur qui avait les médaillons, en l'occurrence cette étoile pour l'exemple, rentre dans le tombeau en premier ou décide, mais une seule fois par partie, d'utiliser le petit joker qui permet de passer parce qu'il ne se sent pas par rapport au pouvoir du tombeau et par rapport à ce qu'il voit dans le camp adverse ou ce qu'il peut estimer. S'il passe, il recommence, les deux joueurs recommencent une phase de ressources. Juste une phase de ressources et le joueur garde l'initiative. L'initiative. Ah oui, donc c'est vraiment puissant. Voilà. Mais c'est qu'une seule fois dans la partie. Mais c'est qu'une seule fois. Donc une fois qu'on l'a eu, on a quand même donné à son adversaire. Et à un moment où on est rentré dans le tombeau, alors le joueur qui a le médaillon décide de faire rentrer ses alliés, ses animaux, en sachant qu'il peut en garder dans son camp. Mais tous ceux qui vont rentrer
la plupart, la chance, partiront à la fin de cette expédition. Oui, c'est ça. Oui, c'est la seule et unique expédition. Voilà. Donc, il y a certains pouvoirs, des fois, par exemple, comme le médecin, le devin, le mécène et tout, ou le contremaître et tout, des fois qu'il faut mieux garder pour éviter de les envoyer parce qu'ils vont avoir des conséquences sur les futurs tombeaux, sur les cartes ou les gains de votre adversaire. Mais des fois, on peut être à court et décider de faire monter tout le monde. Voilà. Parce qu'on dit, allez, faut y aller là parce que il en a déjà 3 tombeaux. Je peux pas lui laisser le dernier. Exactement. Quand même. Oui, d'accord. Donc voilà. Alors, une fois que le joueur a monté ses alliés et ses animaux, en sachant que certains tombeaux peuvent faire des restrictions, c'est-à-dire pas d'alliés, pas d'animaux ou 3 seulement. Voilà, exactement. Oui, okay. Donc on peut être limité dans sa stratégie. Très bien. L'adversaire en face, qui n'a pas lui le médaillon, fait la même chose, c'est-à-dire monte ses alliés tout en connaissant la valeur et ce qui a monté, puisque ça c'est visible. Ça. Il sait déjà où est-ce qu'il va. Une fois qu'il a monté, la main revient en fait au premier joueur qui lui va passer, et c'est là tout l'intérêt, face cachée, en fait, ces cartes, les pièges, les morts-vivants est possible, le papyrus, mais à partir du moment que le dos de carte est différent, on sait qu'il y a le papyrus et que ça va être puissant, que ça va castagner dur. Pascal, est-ce que j'ai le droit de bluffer et de mettre une carte alliée juste pour dire c'est de la mouise, mais je veux te faire croire que j'ai mis des fausses cartes? Alors, oui. Récemment, justement, suite à plein de tests et tout, de bluffs et tout, on s'est rendu compte que c'était intéressant. On a le droit de mettre une seule carte. Pour de faux. Pour de faux. Ah ouais. C'est-à-dire que, en fait, cette carte, vous pouvez mettre un piège et un faux, ce qui va avoir tendance à se dire, ah, il y a quand même deux cartes, en sachant qu'on a une main limitée à 5 cartes. Toujours. 5 cartes en donc main, on se dit, oh là, il a peut-être mis des choses, et donc ça, des fois, ça provoque le stress chez son adversaire, et donc ça pousse à la faute. Voilà, ça pousse à la faute. Donc on a le droit de faire ça une fois, mais bien sûr, quand cette carte sera retournée, elle sera défaussée. Oui, alors, donc une fois que tout le monde a fait, donc une fois que le premier joueur a mis ses pièges et ses papyrus et ses morts-vivants face cachée, le joueur adverse fait la même chose. Peut décider de dire, bah non, là c'est trop, j'abandonne, ou ainsi de suite. Voilà, il peut décider de ne pas en mettre, on peut en mettre ou ne pas en mettre. Et une fois que tout le monde a mis, on révèle, et à partir de ce moment-là, le joueur qui a le médaillon exécute en premier ses pièges. Donc les pièges vont avoir tendance à détruire certains, en fonction du type de piège, si c'est des lances, des fausses, des fléchettes, des choses comme ça, vont tuer certains skills. En face. Voilà. Et il y a par exemple le faucon qui échappe aux pièges et aux lances, mais un autre personnage va les subir. Ou par exemple l'actrice, quand vous faites rentrer l'actrice dans le tombeau, elle fait tellement de foin qu'à chaque fois c'est elle qui tire tous les pièges. Voilà, elle se fait tuer en premier. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, donc qui permettent de vous protéger des personnages plus puissants, par exemple un prêtre pour lutter contre des morts vivants. Donc on exécute le piège du premier joueur, enfin de celui qui a le médaillon, puis les pièges du second. Donc il reste des personnages en vie, puis les papyrus. Qui vont être des pouvoirs puissants, et ensuite on fait le total. De force. Voilà, c'est ça. Ce qui permet de gagner ou pas un tombeau à venir. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui avait le médaillon qui l'emporte. Qui l'emporte. Parce que, comme tu as pu voir sur certaines parties, on a souvent des scores serrés. C'est-à-dire qu'on arrive à quelques points près, et ainsi de suite. À l'un ou à l'autre. Voilà, exactement. On en a quasiment terminé sur la façon dont le jeu fonctionne, sur les règles, le contenu du jeu, mais voilà, deuxième petite partie sur cette vallée des rois. En fait, le jeu avec l'éditeur, The Red Joker, va arriver sous une forme un petit peu particulière, je crois. Oui, alors l'éditeur a décidé de réaliser un Ulule pour lancer ce jeu. Et donc, dans le cas du Ulule, on a travaillé sur en fait des nouvelles cartes, en fait des extensions, puisque c'est travaillé. En fait, le Ulule va être fait par la société Sans Détour. Sans Détour, voilà. Sans Détour qui est principalement sur du jeu de rôle. Oui, du jeu de rôle, mais tout à fait. Il y a quand même un lien, puisqu'en l'occurrence, puisque c'est un financement participatif dont il s'agit. La plupart du temps, on propose quand même des niveaux en fonction des paliers atteints et des financements des pledgers. Oui, d'Ivoire. Alors, je crois que là, si vous voulez, ce sera plutôt des extensions plutôt que des pledges. D'accord. Ce sera une proposition d'un éventail de choses, en sachant que là, on vient d'expliquer le jeu. Tel qu'il sera dans la boîte. Tel qu'il sera dans la boîte. Et en fait, moi qui aime bien ce type de jeu, sur d'autres jeux, Opération Commando, j'étais venu il n'y a pas si longtemps que ça, et ainsi de suite, j'aime bien renforcer le niveau de difficulté. D'accord. Et en fait, on a grimpé en niveau de difficulté pour arriver avec des extensions experts. D'accord. Et c'est ces extensions experts que tu nous as apportées pour nous en toucher quelques mots. Voilà, j'ai apporté quelques extensions. Alors, on va avoir de la news. Alors, dans les extensions, la première extension, c'est une extension qu'on a appelée en fait l'extension de camp.
D'accord. Voilà, et qui permet, alors bien sûr c'est un prototype. On est en format prototype, voilà. bien sûr. En fait, ce sont principalement, tu vois, quand tu vois Indiana Jones ou quand tu lis les bandes dessinées et tout, il y a toujours des choses qui se passent au bivouac, il y a un avion qui arrive, on se tatane sur les ailes de l'avion, on jette de la dynamite et tout. Donc là, ce qu'on a voulu renforcer dans le jeu, si tu veux, c'est le côté équipement, c'est-à-dire renforcer tout le côté de l'arrière-camp qui ne va pas aller dans le tombeau et qui va provoquer, en fait, grâce à des pouvoirs permanents, toute une sorte de construction de combos qui vont être de plus en plus efficaces, plus elles sont développées tôt. D'accord. Donc là, on est sur quelque chose, une extension qui est plutôt très gestion, avec un renforcement de certains papyrus et de nouveaux personnages qui arrivent, mais qui deviennent rares. Parce que la plupart du temps dans le jeu, les personnages sont en 2, 3 fois, sauf les papyrus qui sont uniques. Et là, on a introduit, par exemple, le Cobra Royal, on a introduit l'occultiste, des personnages très très particuliers, qui deviennent rares et qui vont venir s'ajouter. Ce qui fait que là, on sait qu'on ne pourra pas forcément le contrer avec la même chose. Par exemple, on peut se dire, bon, il a un mécène, moi si j'ai peut-être une chance de récupérer un mécène, ou si j'ai une sorceleuse, je vais lui voler son mécène. Bon, là par contre ce sera dur, il est unique, et là on va peut-être plutôt utiliser un assassin pour essayer de l'éliminer. Pour essayer de l'éliminer. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Ça c'est une première partie donc, qui est d'une quinzaine de cartes. D'accord, les cartes équipement. Voilà, des cartes équipement, donc qui rehaussent véritablement le niveau et la stratégie. Oui, du camp. Donc, voilà, du camp. Construction de camp. Donc pas dans le tombeau, véritablement. Pas dans le tombeau. Et ensuite, la deuxième qui est un niveau vraiment au-dessus, en fait, c'est une extension sur l'appel de Cthulhu. Donc, et c'est là où on fait le lien avec Sans Détour, puisque Sans Détour a la licence, le jeu de rôle autour de l'appel de Cthulhu, la 7e édition, qui a réussi aussi un très très beau financement participatif, qui a bien explosé. Et donc, il y aura en lien avec ce jeu et cette ambiance toute particulière, le module Cthulhu. Le module Cthulhu, en fait, guillemets. Voilà, c'est ça qui en fait vient s'ajouter au jeu. Donc, il rajoute encore un niveau plus complexe, puisque cette fois-ci, les joueurs vont devoir incarner soit d'un côté le cultiste, soit de l'autre côté l'investigateur. Et les pouvoirs vont être différents, et surtout, on va introduire une notion qui est la peur et la folie. Oui, je vois ça. Vision innommable, c'est un papyrus, donc dos bleu. Alors, c'est un dos bleu, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, non seulement le joueur du cultiste et le joueur investigateur vont avoir des decks particuliers, propres, d'accord, qui vont venir s'ajouter aux cartes, en sachant qu'on garde le jeu, mais à chaque tour, il a le droit de tirer une carte du culte ou une carte des investigateurs. Et les papyrus, pour le culte, alors là il y en a une mais vous ne le voyez pas tout à fait. Ce sont des papyrus spécifiques, c'est-à-dire que le joueur investigateur jouera avec les anciens papyrus. D'accord. Le bien, les dieux égyptiens qui protègent et là par contre le cultiste, lui, il joue avec, cartonne avec Azathoth, Gug, Yig, Co. Et j'ai vu passer des forces 7, donc il y a quand même des gros malades puissants. Là, en fait, là, j'ai recréé ce que j'aime beaucoup dans les jeux avec Théo, c'est un peu d'asymétrie. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là où on joue un jeu où on avait une pioche commune, par ces decks qui deviennent spécialisés, puisque là, tu vas avoir des équipements ou des personnages comme les investigateurs, ou le professeur, ou le psychiatre, ou des choses comme ça, qui vont avoir des particularités qui vont orienter le jeu. Alors, le jeu pour les investigateurs, bien sûr, c'est de gagner plus de tombeaux avant que la malédiction de Cthulhu se réalise, et de protéger le plus d'individus possible ou de les soigner de la folie. Oui, ne pas basculer dans la folie. Le psychiatre protège contre la folie et retire un jeton folie. Par contre, comment ça s'appelle, le cultiste, lui, au contraire, essaye de faire basculer ou de sacrifier des gens ou des adeptes dans le tombeau. Pousse au crime. Voilà, de telle manière à provoquer la folie chez son adversaire, donc de lui faire perdre ses personnages puissants, ses personnages qui rapportent, de les faire tourner, quitte à de les envoûter pour les ramener, et surtout de sacrifier des gens pour déclencher l'arrivée des avatars de Nyarlathotep, qui sont très puissants. C'est-à-dire qu'on voit arriver le cultiste, on se dit « Oh là là, il rentre un adepte et tout, ça va tomber ». S'il fait son sacrifice, son rituel et tout, ça va faire encore plus mal. Moi, il faut que j'essaye de les éliminer. Donc là, on a un côté assez asymétrique qui augmente le niveau et qui réintroduit aussi des équipements comme les livres des morts, les dagues, des choses comme ça, qui vont chercher dans les cimetières, dans les choses comme ça, des cartes. Donc là, on retrouve des processus, de jeux de cartes à combo particulièrement connus. Mais on réintroduit donc ce petit côté asymétrique qui donne un côté différent au jeu
voilà. Au jeu de base. Au jeu de base, exactement. Voilà, là maintenant, on est complet. La Vallée des Rois, c'est ce jeu de base dont on vous a parlé et d'où nous allons faire une petite partie parce qu'on ne va pas s'en priver dans une petite trick-track télé. Enfin, je pense, hein, Bernard, Oui. t'es d'accord, bon. Pascal? On y va on va voir un peu comment tu te comportes dans le Ouais, c'est ça. Ouais, je sens que tu as de l'entraînement et je sens d'avance la petite fessée du maître. Mais ce n'est pas grave. Vous savez maintenant tout sur cette boîte que je vais récupérer. La Vallée des Rois qui est donc à venir en financement participatif avec Sans Détour. C'est une boîte malgré tout de l'éditeur The Red Joker pour 2 joueurs à partir de 12 ans. Donc de Monsieur Pascal Bernard et P.O. Barom. Voilà. Sur des illustrations de Sylvain Guinebeau. C'est disponible à partir de quand? Le LUL va se dérouler là entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Septembre-octobre 2015. Donc, voilà, et en fait le jeu est fini puisque tout est là. Voilà, tout est là. Il y a quelques illustrations qui doivent encore arriver, mais donc le jeu a été testé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on fait un journal d'auteur sur Trick Track. D'accord. Et c'est quand même une aventure qui a bien 4 ans. Ouais. Donc il y a de quoi raconter. Voilà, il y a de quoi raconter. Il y a un vrai journal d'expédition. Il y a un vrai journal d'expédition. Au bout de 4 ans, normalement, on est sorti du désert, des tombes, et maintenant, enfin, on arrive à la publication. Donc c'était après la traversée. On dépoussière, on retrouve tout ce qu'on a trouvé et on édite un jeu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis nous, on se retrouve dans la Trick Track télé juste après. Et vous allez voir ce que ça donne. L'expédition dans la Vallée des Rois. Vous avez presque toutes les cartes entre les mains. À vous de monter votre expédition. C'est à vous de jouer. Salut! On retire ça.